Subtitling made possible by the Atchafalaya Basin Program, conserving, restoring, and enhancing America's largest freshwater swamp wilderness. Nous sommes dans le bassin de l'Atchafalaya. Pour les uns, c'est la plus grande cyprière aux États-Unis, et pour d'autres, comme Greg Girard, c'est le centre de l'univers. Il y a plus de 100 ans, le poète américain Henry David Thoreau avait son Walden, son lieu de prédilection. Pour le photographe, écrivain, pêcheur cajun Greg Girard, le centre de l'univers, c'est le bassin de la rivière Atchafalaya, cet immense marécage menacé, où l'écologiste a lui-même planté plus de 50 000 arbres. Je crois que ça me gênait beaucoup que tous les gros arbres dans les cyprières étaient coupés. Bon, mon grand-père m'a donné un peu de terre. J'ai planté des chênes, des cyprès et toutes sortes d'arbres qui étaient ici avant. Ça m'a pris 30 années pour planter tous les arbres. À peu près 2000 arbres par an. Et la zone qui est mort et tout ça, mais on a planté encore et encore. Et là, il n'y a pas de place pour mettre un autre arbre. Je suis heureux que j'ai fait ça. C'était un clos de canne à sucre ici. Avant, j'ai planté des arbres. Comme ça, et un jour, mes enfants et mes petits-enfants vont avoir une forêt magique, une place enchantée. Je me trouve maintenant dans un de mes arbres favoris. C'est une grosse chêne rouge. Et auprès de ça, il y a une autre qualité d'arbre qui pousse avec les racines tout ensemble dans la terre. Mais les branches et les feuilles ne sont pas ensemble. C'est comme un mariage de deux. Et à peu près 5 ans passés, j'avais un mariage ici avec Cathy. C'était pas officiel, mais c'était un mariage quand même. J'aime venir ici, j'appelle cet arbre mon arbre des druides. Et quand je viens dans cet arbre, je frappe sur mon poitrine, comme ça. J'aime la résonance que ça fait. C'est tout. C'est tout simplement une manière de cérémonie. Quand je marche sur mon terre avec tous mes arbres, j'aime visiter mon arbre creux. À l'aube, Greg nous amène dans la région du Bayou Benoît, dans la paroisse de Saint-Martin, au marais des cocodrilles. C'est difficile à expliquer pourquoi j'aime prendre des photos des arbres, des cyprès, des lever du soleil, couches du soleil, mais ça me fait sentir bien. Il y a quelque chose dans le nid, là. J'ai vu quelque chose lever son tête. Quelque chose bouger? C'est peut-être des petits. Je pense que ça, c'est la mer. Tu penses qu'ils sentaient les Acadiens, les premiers Acadiens ici sur le bayou, là, quand ils ont découvert cette espèce de faune complètement exotique? Je crois que les Acadiens, c'est pour ça qu'ils ont laissé la France pour aller en Nova-Scotia, Nouveau-Brunswick, parce qu'ils voulaient quelque chose de différent. Ils aimaient beaucoup les grands bois et l'eau, je pense. Ça fait ils se trouvaient bien chez eux quand ils sont venus dans la Louisiane. C'était beaucoup différent parce que c'est si chaud, là-bas c'est si froid. Et il y a différentes qualités de poissons et tout ça, différents types de arbres et tout ça.
Je crois que quand ils sont arrivés ici, ça le fait bien. Le soleil commence à passer dans les arbres là-bas maintenant. Par les oiseaux qui passent. Tu le vois? Les ibis. Je crois que la vie est un grand mystère, que je sais presque rien. Il n'y a rien qui est certain pour moi. Et quand j'ai écrit un petit livre, un roman, le royaume des géants morts, mon caractère, le grand-père, mon caractère favori dans l'histoire, il croit comme ça. Pour lui, la vie, c'est tout mystérieux. Et il dit encore et encore, rien n'est certain, rien n'est certain. On ne sait jamais. Réellement, on ne sait jamais. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je me trouve. Et quand le petit garçon me demande pourquoi ça, il dit, des fois il dit, la vie c'est un grand mystère, on ne peut pas comprendre tout. On peut essayer, mais c'est pas nécessaire qu'on comprenne tout. Quand j'avais à peu près 9 ou 10 ans, j'ai commencé à venir ici avec mon grand-père, chasser des chevreuils. Chasser les chevreuils? Oui, et pêcher pour des poissons, sport fishing. Ton père, il faisait la pêche aussi? Oui, mais pas pour sa vie. Pas pour sa vie, c'est Non, ça. il travaillait au moulin-ci, mais il n'aimait pas pêcher pour sa vie. D'habitude, il y avait des grosses cyprès ici. 150 pieds de haut et 8 ou 10 pieds de large. Ça, c'est les jeunes arbres qui sont restés après. Ils ont coupé tous les autres. Les vieux coupaient des arbres. Il m'a dit que quand c'était le milieu de le jour, si tu te trouvais dans une forêt de gros arbres cyprès, c'était comme si c'était le temps de couche du soleil ou la lèvre du soleil. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière qui entrait dans la forêt, dans le grand bois. Et je lui ai dit, pourquoi tu as coupé tous les arbres? Et il me dit, on ne savait pas que tous les arbres étaient coupés. C'est comme si nous travaillions avec un petit groupe de coupeurs de bois, coupeurs des arbres. Et on ne savait pas qu'il y avait des groupes tout partout dans le bassin Atchafalaya. Et c'est comme si un jour, c'était comme un surprise. Il n'y avait pas un arbre qui restait pour couper. C'était tout fini. C'est tragique, hein? Il y a les gros arbres là où on en va maintenant, l'autre bord, parce qu'ils sont creux. Ils n'ont pas de bois dedans. Autrement, ils seraient coupés. Ce livre-là que tu as écrit, c'est l'histoire d'un petit garçon? Ça s'appelle Le royaume des géants morts. Les géants morts, ça veut dire les gros cyprès qui étaient coupés. Les gros arbres magnifiques qu'on ne voit plus maintenant. Et maintenant, on a seulement les... Comment tu appelles ça? Stumps, des bûches. Des débuts d'arbres qui ont été coupés. C'est un petit garçon qui habite dans le cyprière avec sa famille. Pas seulement le français chez lui. Il va à l'école dans un bateau, un school boat, on appelle ça, parce qu'il n'a pas de chemin, des rues dans le marécage. Il a un grand-père, il est vraiment près avec son grand-père. Il est près de son grand-père. Oui. Et son grand-père est vraiment un bon homme, mais il ne veut pas dire le petit garçon que quand il était jeune, de 20 ans et 21 ans, il était coupeur des gros arbres. Mais un jour, le garçon trouve une vieille photo qui, avec son grand-père et ses amis, a pu couper des gros arbres. Et c'est un grand problème pour lui parce que c'est comme si tout ça, il croyait de son grand-père est détruit. Et il ne peut pas croire que son grand-père était un des mondes qui coupait tous les grands arbres. Il échappe de la maison, il se perd dans le cyprière et l'histoire vient de là. Quand il est grandi, il part d'ici. On ne sait pas pour ceux où il va, mais il laisse le marécage, il laisse le bassin Atchafalaya. Et il comprend quand il est peut-être 40 ans, 45 ans,
c'était un mystère de faire ça. Et il commence à savoir que le centre de son univers, c'est le bassin Atchafalaya. Il sait clairement qu'il est perdu encore, comme il était perdu dans la Cyprière, dans mon roman, dans mon histoire. Et moi aussi, j'ai perdu quelque chose. J'ai parti d'ici. J'ai habité à Virginia, North Carolina, la Sud-Amérique et toutes sortes de places. Mais tout le temps, spécialement dans l'automne, n'importe où je me trouvais, j'ai compris qu'il fallait que je retourne ici, dans le bassin Atchafalaya. Autrement, je ne suis pas content, heureux, rien. Il fallait retourner chez moi. Et quand j'ai écrit un petit roman, j'ai écrit comme ça. C'est mon histoire. C'est l'histoire de ma vie jusqu'à cette heure. Le bassin Atchafalaya, c'est la seule place du monde que moi je suis comblé. Quand on est dans la Cyprière, dans la nature, on est entouré par les choses naturelles, pas par les choses qui sont fabriquées par le monde. Pour la plupart, les mondes n'ont pas l'opportunité de trouver une qualité de beauté et tranquillité comme ça, comme on va voir quand on va dans le marécage, avec les gros arbres, les gros cyprès, avec la mousse espagnole, avec l'eau, avec les oiseaux. Je sais que c'est une chose spéciale. J'ai un ami qui veut de la mousse espagnole. Ouais. Je lui promets d'amener du mousse d'ici. Ça fait quand on part, on va ramasser du mousse. Ok. Je vais t'aider. J'ai enseigné l'école à l'université à Lafayette. J'ai enseigné l'anglais pendant 10 ans. Mais je ne pouvais pas faire ma vie avec 4 enfants et une femme. Ça fait, j'ai arrêté. J'ai quitté mon position là. J'ai commencé à ramasser des morceaux de bois, du cyprès, dans la cyprière, et les vendre dans des shops de fleurs et tout ça. Et un jour, j'ai arrivé au landing à Bayou-Benoît avec mon bateau plein de morceaux de bois. Et j'ai commencé à mettre les planches dans mon camion. Il y avait un vieil homme là qui était, je crois, il pêchait. Mais il a approché mon bateau, il a commencé à passer son main dessus une de mes planches comme ça, le vieux cypre. Et après un bout de temps, il a dit ça c'est le vieux cypre. Ah, c'est vrai, hein? Il ne pouvait pas croire ça, et moi j'ai dit oui. Et il dit c'est 40 ou 50 ans depuis que j'ai vu quelque chose comme ça. Wow. Et il passait son main encore dessus le bois comme ça. Et je continuais à ôter les morceaux de bois de mon bateau. Il dit, est-ce que je peux t'aider avec ça? Il voulait seulement avoir ses mains sur le vieux morceau de bois encore. Et ça me fait croire que ça, j'ai fait quelque chose. Quelquefois, j'ai l'idée que les choses que moi j'ai fait, c'est pas bien important. Mais quand je jongle le vieux homme qui a si apprécié le vieux bois, je dis, je crois que ça que j'ai fait, c'est bon. Ça me donne l'inspiration de continuer. C'est pas facile du tout. Travailler avec un gros scie mécanisé, couper les gros morceaux de bois et aller dans la boue pour retrouver les morceaux de bois et tout ça. Mais ça me donne l'inspiration de continuer cet ouvrage. Parce qu'on n'a pas de bois comme ça, excepté qu'on trouve des vieux morceaux comme ça, qui étaient perdus une centaine d'années passées par les compagnies de bois. Et je ne vais jamais oublier cette expérience de rencontrer un homme qui a l'appréciation de ce bois comme moi j'ai. Maintenant, je fais des plateaux de table avec et des autres meubles. C'est comme si, il y a un mot pour ça, resurrect. C'est comme si tu les ressuscitais. Oui, ressusciter, ces vieux arbres.
parce qu'ils sont perdus autrement. On va tourner le temps encore. Tu ne sais pas si c'est rouge, jaune, d'or. J'aime beaucoup le bois comme ça. Ainsi, faire des tables. Tu vas être un petit peu plus grand. C'est bien lourd. On a 3 morceaux là. Wow. Mon grand-père, il n'a pas caché que lui coupait des arbres, mais c'est lui qui m'a montré son amour des marécages et des grandes forêts et tout ça. Donc il avait ses propres paradoxes. Oui, exactement. On a toujours une raison pour détruire la beauté, une excuse ou quelque chose comme ça. Et après, c'est tout parti. Là, c'est difficile pour... C'est difficile pour comprendre pourquoi on a fait quelque chose comme ça. On se retrouve après et on pense à ce qu'on a détruit. On se dit que des fois, on le fait pour des raisons tellement absurdes. Hein? Et là, c'est trop tard. Depuis plus de 200 ans, les Cajuns se débrouillaient tout naturellement dans le bassin de la Atchafalaya. Mais aujourd'hui, des pêcheurs comme Roy Blanchard ont du mal à maintenir ce mode de vie, menacé par les compagnies pétrolières qui creusent des canaux pour leurs pipelines. L'eau ne peut pas passer là parce qu'il y a un levé. Là, il y a une levée. Oui, parce que droite là, pour loin en avant, pour loin dans cette direction comme ça. Tu vois, l'eau, maintenant, ça vient du nord et ça va à la sud. Mais ça ne peut pas passer là. Ça bloque tout quelque chose. Coutume, c'était tout ouvert, tu vois. Et l'eau allait tout partout. Et là, ça fait des trous refermés et l'eau vient mauvais, tu vois. L'autre bord de la levée, ça, la cyprière, l'eau est bien pourrie. L'eau est pourrie parce qu'il n'y a pas de courant pour l'eau aller, tu vois. Ah ouais. Ça fait combien de temps là, que c'est gâté comme ça? 30 ans d'après moi. 30 ans? d'après À peu près 30 C'est ans, bouteille c'est quoi ça ou quoi? Toi, tu as commencé à faire la pêche à l'écrevisse, ça fait Oh, à peu près 40 ans passés, oui. 40 ans passés. Oui. Donc, tu as pêché pendant 10 ans, c'était la belle vie parce que tu... Oui, pour 20 ans, c'était joliment... On faisait une belle vie. Mais là, comme les 10 dernières années, on n'a presque plus d'eau, on n'a presque plus de territoire pour pêcher. Toi, Roy, pêcher, c'était un métier que tu faisais Ouais. plein temps. Et puis c'était pas de l'ouvrage, c'était un plaisir de pêcher. C'était comme chasser. La faune de la Atchafalaya a toujours assuré la survie des habitants, avec ses poissons, ses caïmans et surtout ses écrevisses. Cette pêche a déjà représenté un apport économique très important pour la région. Mais, tout comme le bassin, elle est en péril. Les pêcheurs, comment est-ce qu'ils se sont révoltés? Comment ils ont réagi à la grosse... On a essayé toutes sortes d'affaires, mais les compagnies d'huile sont tellement forts. Ça donne de l'ouvrage à le monde, tu connais, puis les politiciens avec eux, tu vois. Une bataille, je ne crois pas on va gagner, mais on va gagner. On continue à pêcher. Hein? Ah ouais. Quand tu c'est juste pour passer le temps. Des fois, tu fais un peu d'argent, des fois, tu fais rien. Si tu n'as pas une autre occupation, tu ne peux pas faire une vie. Il y a beaucoup de monde qui voudrait faire leur vie par pêcher les écrevisses, mais c'est pas possible maintenant. Les jeunes ne veulent pas faire ça. Les jeunes, ils sont plus intéressés par le métier parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas d'avenir. Ils veulent avoir une famille et tout ça, tu ne peux pas avoir une famille. Tu ne peux pas bâtir une maison et puis gagner une autre pour payer, puis un char ou un truck pour payer.
Comme disons, on bat avec ça parce qu'on ne doit pas rien. Mais si tu dois quelque chose, tu ne peux pas dépendre de ça. C'est seulement les vieux mondes qu'on voit qui peuvent pêcher des écrevisses. C'est pas vieux. Psychotherapy for Cajuns. A traditional culture struggles for survival in a crazy world. C'est ça le livre dessus, ça, je travaille sur le livre. C'est un peu sérieux. C'est un livre qui concerne les Cajuns qui se trouvent dans un monde trop avancé pour eux, pas si tranquille. Les Cajuns veulent sauver leur identité. Leur identité. Oui, et ils veulent sauver leur culture. Ils veulent rester comme il était, mais ils ne peuvent pas parce que le monde change tout le temps. Je crois que la ville de Lafayette, par exemple, c'est plein de Cajuns qui... On a des autres mondes aussi là, les Américains, des standards. Mais c'est plein de Cajuns qui ne veulent pas être américanisés. Et ils n'ont pas de choix. Et là, parce que ça le rend fou un peu. Moi, j'aime pas aller à Lafayette du tout. C'est pas seulement le trafic ou que c'est une grosse ville ou la tour du monde. C'est une qualité de... quelque chose qui est là dans l'air comme c'est fou. Tu peux essayer de mettre 2 patins dans la ville de Lafayette? Ils ne pouvaient pas survivre là. Non, ça ne marche pas du tout. Bonjour. C'est Marie-Jo, c'est 2 patins, 40 patins. Ça va, Ça va bien. Eh, mais t'as du nouveau monde. Oui, on est les petits nouveaux. Et eux autres vont commencer. Vous êtes l'autre bord, là. 2 patins, c'est comme le dernier vrai Cajun qui vivent comme les Cajuns aimeraient vivre s'ils pouvaient. Il est déterminé de pêcher jusqu'à la mort. Un jour, il va tomber dans le bateau dead. Mais après, les mondes comme 2 patins sont partis. On va voir seulement des mondes comme à Lafayette. À 95 ans, Doué Patin gagne toujours sa vie en pêchant et en chassant sur la rivière Atchafalaya. Il y a beaucoup moins de monde qui reste dans le bassin. Ça va tout être bouché, ça. Dans à peu près 10, 15 ans, peut-être 20 ans d'ici. Si nous comptons plus d'eau, nous gagnons, plus tard, nous gagnons, tu comprends? Et puis, ça peut boucher. Il a sauté sur un chevreuil avec un couteau de poche une fois. Il avait 65 quand il a fait ça. OK. Merci beaucoup. Très bien. OK? Merci, monsieur Patin. Il est extraordinaire, je crois. Les mondes comme 2 patins, on ne trouve pas ça. C'est pas seulement qu'il est si vieux, et il travaille encore. 93 ans, on voit pas ça. Un homme qui travaille dur comme ça à 93 ans. Ça, c'est des gens qui t'inspirent autour de toi. Oh oui. J'aime beaucoup les personnes comme ça. Les Cajuns peuvent faire toutes sortes de choses pour eux-mêmes. Le père de Roy Blanchard m'a dit une fois ici, tout le monde s'assomme comme s'il fallait aller au magasin pour acheter toutes les choses qu'on a besoin. Et c'est, moi, je peux faire mes choses. Si je veux un bateau, je peux faire un bateau. Si je veux une maison, je peux faire une maison. Si je veux un pagaille, je fais mon pagaille. Il n'aimait pas l'argent du tout. Il a essayé de vivre sans l'argent. C'est possible? Pas tout à fait Pas possible. tout à fait. Mais il a venu plus près que moi, je fais. Parce que moi, j'achète toutes sortes de choses. Je n'ai pas tous les skills. Je ne peux pas faire toutes les choses que moi je veux. Je peux faire du bois. Je peux faire des choses avec le cyprès. J'aime faire des choses avec le bois et avec mon appareil de photo. Quand je suis dans le cyprière tout seul, il y a quelque chose qui arrive comme... C'est comme si les poisons de la civilisation sont allés de moi, ils sont jetés dehors. Et je me trouve... ça me fait bien. Ça te fait du bien.
Et c'est comme si je commence à être moi-même encore. Toi, c'est la vie que tu as choisie. Oui, Tu as choisi de vivre parmi les arbres, bayous. Tu n'as pas choisi de vivre en ville. Non, non. Tu voulais te préserver de la ville. Non, je ne voulais pas habiter dans un gros village. Pourquoi? Je suis plus confortable, plus naturel chez moi, dans le bois. On est venu ici quand j'avais 2 ans. Ça fait, je suis habitué avec la tranquillité et tout ça. Tu te sens chez toi dans la forêt? Tu es fier de ce que tu as fait? Je pense que si je suis fier, c'est parce que j'ai planté des arbres, 40 000 arbres. J'ai élevé 4 enfants qui ont beaucoup de respect pour le grand bois, pour la nature. Je n'ai pas venu riche, je suis fier de ça. La richesse, des fois, ça te fait fou. Ça fait perdre la tête. Ça fait perdre la tête. Trop d'argent, c'est pas bon. Et moi, je n'ai pas trop d'argent. Je suis un peu fier que je suis Cajun. C'est pas moi qui ai choisi ça, mais je suis bien heureux que j'étais né Cajun dans le sud de la Louisiane. C'est comme si je suis chez moi. J'aime ça. J'aime le grand bois, j'aime la cyprière. J'aime aller avec mon appareil de photo, prendre des photos. Même si c'est juste pour moi, pour les voir.